Bonjour, bienvenue chez moi, bienvenue dans la nuit, bienvenue sous la pluie, bienvenue dans la forêt, avec les grenouilles et les grillons, et peut-être les serpents, on n'espère pas. Bon, je profite d'être dans la forêt pour vous faire une vidéo que je veux faire depuis longtemps, une vidéo sur la Palestine. Parce que lorsque je vois tout ce qui est dit sur la Palestine et sur les Palestiniens, et tout ce qui est dit pour justifier les massacres à leur encontre, je me pose la question, est-ce que les Palestiniens ont le droit de vivre? Ah bah ça semble être une question légitime, hein. J'ose poser la question. Et en posant cette question, ça me rappelle une phrase que Godard avait dite il y a assez longtemps. C'était au moment de la loi Hadopi, il avait dit dans une interview qu'un artiste n'avait aucun droit, il n'avait que des devoirs. Et là vous me dites qu'il n'y a aucun rapport avec la Palestine. Mais attends, ça vient de commencer. Patience. Dans l'émission de Canal+, Histoire du cinéma, qui porte le même nom que son film à lui, Histoire du cinéma, à un moment donné, il dit ça. Cela m'énerve de voir les mendiants. J'aime bien leur donner par complexe de culpabilité, mais quand ils mettent « j'ai le droit de manger », j'essaye de leur dire « vous devriez mettre « j'ai le devoir de manger ». Aidez-moi à accomplir mon devoir, et non pas « j'ai le droit de manger ». Là, vous faites déjà un peu plus ce lien quand même. Cette phrase, elle est incroyable. Les interviews de Godard, j'ai beau ne pas les revoir, je m'en souviens 15 ans après. C'est incroyable comme phrase. Et effectivement, un SDF, il n'a pas le droit de manger, il a le devoir de manger. Ce qui pose la question, après tous les rapports de l'OMS sur la famine qu'il peut y avoir à Gaza, est-ce que les Palestiniens, ils ont le droit de manger? Et Godard a la réponse. Godard a la réponse, et la réponse est non. Les Palestiniens n'ont pas le droit de manger, ils ont le devoir de manger. C'est ça qui est important, c'est le devoir. D'ailleurs, si vous aimez le Godard politique, je montre deux de ses films le 2 mai au Club de l'Étoile, il reste quelques places. Il s'agit d'un film comme les autres sur une discussion entre ouvriers et étudiants, et un autre qui s'appelle Tout va bien sur la séquestration de patrons. Voilà. D'ailleurs, je condamne et je serai sur place pour condamner une telle œuvre. En tout cas, si ça vous intéresse, le lien est dans la description. Je présente d'autres films d'ailleurs le 1er mai et le 3 mai. Bref, parenthèse refermée, il se trouve que totalement par hasard, en même temps que je me posais cette question sur les Palestiniens ont-ils le droit de vivre, je lisais L'enracinement de Simone Veil. J'avais d'ailleurs fait une vidéo qui abordait certains points du bouquin ici. Et donc dans son bouquin L'enracinement, Simone Veil fait la différence entre les droits et les devoirs. Et en fait c'est ça que je trouve fabuleux. C'est-à-dire qu'en fait j'entends une phrase de Godard il y a 15 ans, et puis là après je lis un bouquin qui a priori n'a aucun rapport, et là je me dis mais putain cet enfoiré c'est là qu'il l'a volé. Et il est trop fort Godard pour ça, en fait il prend les idées des autres, il les prend, il les récupère, il les tord, il les fait siennes, il les recrache. Mais il va pas dire oui, je cite un tel. Non, c'est à toi d'avoir la culture pour comprendre. Et en fait, je trouve que ça fait purement partie du plaisir de regarder un film de Godard. C'est lorsque 10 ans après, tu fais oh putain, ça vient de là. Tu te dis oh putain, l'enfoiré, il a volé à Aragon, ou bien il a volé à Bernanos, ou bien à Rimbaud. Bon, et bien là, il l'avait volé à Simone Veil. Et lorsque ça arrive, j'ai l'impression que c'est un peu comme dans un film de kung-fu. C'est quand l'élève, il arrive à se hisser au niveau du maître. Voilà. C'est pareil, c'est un peu une jouissance. Bon, et juste un petit rappel de qui est Simone Veil pour les deux du fond. Donc c'est une philosophe, chrétienne légèrement sur les bords. Moi, personnellement, je la trouve totalement nihiliste, mystique, tout ce que vous voulez. Je me reconnais pas totalement dans sa philosophie, bien que je reconnais que ça soit intéressant. Et c'est une femme qui était tellement engagée dans son combat qu'elle allait se foutre à l'usine, elle allait bosser à l'usine. Et bon, il se trouve que, voilà, elle était tellement à fond que, bon, elle en est un peu morte, Genre, pendant la guerre, elle était malade, elle dit non, pas plus de tickets de rationnement pour moi, je veux mourir comme le Christ et tout. Pendant que le pape reste au Vatican. Bref, les droits tardés, au lieu d'aller mettre des calvaires, là, dans des endroits où on s'en fout, allez lire Simone Veil. Non, je rigole, ne faites surtout pas ça, vous risqueriez de devenir des vrais chrétiens et d'avoir le sens du sacrifice. Vous risqueriez de vouloir aider votre prochain. Non mais vous voulez pas ça, en vrai, faites pas ça, vous voulez pas. Néanmoins, je vous invite à lire l'Évangile selon Saint Luc, chapitre 10, verset 25. Vous allez lire là, vous mettez en surpause et vous allez lire, après vous revenez. Vu que je suis sympa, je vous lis quand même la fin. Va, et toi, fais de même. Fais de même quoi? Eh ben voilà, moi je sais parce que moi j'ai lu la Bible. Voilà. Contrairement à toi, j'ai lu la Bible, je connais mes classiques. Et si tu es chrétien, tu devrais le savoir aussi. Bref, je digresse. Mais en gros, dans son bouquin L'enracinement, Simone Veil explique qu'en fait la différence entre les droits et les devoirs, c'est principalement une question de point de vue. Grosso modo, un homme n'a que des devoirs, mais de son point de vue à lui, les autres, ils ont des droits. Oui, c'est compliqué. En gros, moi, de mon point de vue, j'ai des devoirs et vous avez des droits. Et de votre point de vue, vous avez des devoirs et moi, j'ai des droits. Bordel, j'ai le droit. Et elle insiste bien sur le fait que le droit naît au moment où autrui reconnaît l'obligation. Et là, je vais lire mes notes pour être sûr de ne pas me perdre.
Elle dit que les droits sont toujours soumis à conditions, mais que par contre les obligations, elles, sont inconditionnées. Donc pour illustrer bien ça correctement, elle dit un homme qui serait seul dans l'univers n'aurait aucun droit, mais il aurait des obligations, vu que les droits ça dépend des autres, si les autres reconnaissent les obligations. En gros, moi j'ai des devoirs, et donc vous avez des obligations envers moi, et si vous reconnaissez ces obligations, de votre point de vue, j'ai des droits. Néanmoins, elle ajoute cette subtilité qui est très intéressante, c'est que le droit est toujours soumis à condition. La condition, globalement, c'est est-ce que vous reconnaissez que vous avez des obligations envers moi? Mais c'est que par contre, l'obligation, elle est inconditionnée. C'est pas parce que vous ne me reconnaissez pas des droits que vous n'avez pas cette obligation envers moi. Je cite. L'objet de l'obligation dans le domaine des choses humaines est toujours l'être humain comme tel. Il y a obligation envers tout être humain, du seul fait qu'il est un être humain, sans qu'aucune autre condition ait à intervenir, et quand même lui n'en reconnaîtrait aucune. Cette obligation ne repose sur aucune situation de fait, ni sur des jurisprudences, ni sur des coutumes, ni sur la structure sociale, ni sur les rapports de force, ni sur l'héritage du passé, ni sur l'orientation supposée de l'histoire. Aucune situation de fait ne peut susciter une obligation. Cette obligation ne repose sur aucune convention, car toutes les conventions sont modifiables selon la volonté des contractants. Au lieu qu'en elle, aucun changement dans la volonté des hommes ne peut modifier quoi que ce soit. Cette obligation est éternelle, elle répond à la destinée éternelle de l'être humain. Seul l'être humain est destiné éternel, les collectivités humaines n'en ont pas. Aussi, n'y a-t-il pas à leur égard d'obligation directe qui soit éternelle? Seul est éternel le devoir envers l'être humain comme tel. Cette obligation est inconditionnée. Si elle est fondée sur quelque chose, ce quelque chose n'appartient pas à notre monde. Dans notre monde, elle n'est fondée sur rien. C'est l'unique obligation relative aux choses humaines qui est soumise à aucune condition. Bon, je vous avais dit qu'elle est un peu mystique chrétienne et que voilà, c'est pas hyper trop ma tasse de thé, mais ce que je trouve intéressant, c'est de dire quelqu'un est un être humain, donc nous avons des obligations envers lui, que celui-ci respecte ses obligations ou non. Et l'obligation envers l'être humain est plus forte que toute autre obligation. Elle parle bien là de quelque chose d'inconditionnel, fondé sur aucune convention, c'est comme ça. Ça ne t'appartient pas de décider. Tu as des obligations envers tous les êtres humains, même ceux que tu n'aimes pas. Et elle continue en disant ça. Le fait qu'un être humain possède une destinée éternelle n'impose qu'une seule obligation, c'est le respect. L'obligation n'est accomplie que si le respect est effectivement exprimé d'une manière réelle et non fictive. Il ne peut l'être que par l'intermédiaire des besoins terrestres de l'homme. La conscience humaine n'a jamais varié sur ce point. Les Égyptiens pensaient qu'une âme ne peut pas être justifiée après la mort si elle ne peut pas dire « Je n'ai laissé personne souffrir de faim ». Tous les chrétiens se savent exposés à entendre un jour le Christ lui-même leur dire « J'ai eu faim et tu ne m'as pas donné à manger ». Tout le monde se représente le progrès comme étant d'abord le passage à un état de la société humaine où les gens ne souffrent pas de la faim. Si on pose la question en termes généraux à n'importe qui, personne ne pense qu'un homme soit innocent si, ayant de la nourriture en abondance et trouvant sur le pas de sa porte quelqu'un aux 3/4 mort de faim, il passe sans rien lui donner. C'est intéressant ça. C'est-à-dire que si tu ne donnes pas à quelqu'un alors que tu as et que la personne en a besoin pour continuer à vivre, tu n'es pas innocent. Faudra en répondre devant le Christ. Heureusement que je suis athée. Moi, je ne risque rien. C'est donc une obligation éternelle envers l'être humain que de ne pas laisser souffrir de faim quand on a l'occasion de le secourir. Cette obligation étant la plus évidente, elle doit servir de modèle pour dresser la liste des devoirs éternels envers tout être humain. Pour être établie en toute rigueur, cette liste doit procéder de ce premier exemple par voie d'analogie. Par conséquent, la liste des obligations envers l'être humain doit correspondre à la liste de ceux des besoins humains qui sont vitaux, analogues à la faim. Et donc là, elle cite les besoins. Parmi ces besoins, certains sont physiques comme la faim elle-même. Ils sont assez faciles à énumérer. Ils concernent la protection contre la violence, le logement, les vêtements, la chaleur, l'hygiène et les soins en cas de maladie. Ça, c'est pour les médecins qui veulent pas aller dans la Creuse. Voilà. Si vous n'allez pas dans la Creuse, vous ne serez pas innocent devant le Christ. Il faut le savoir. C'est prouvé, c'est démontré. C'est écrit dans l'enracinement de Simone Veil. Donc là, en fait, on retombe bien sur ce que disait Godard. Oh, je retombe sur mes pattes, c'est une vidéo qui est écrite. Oh, c'est incroyable. Tout ça, c'est dans ma tête, c'est que de l'impro. J'ai le devoir de manger, et vous êtes obligé de m'aider à accomplir ce devoir. Mais un peu plus loin dans le bouquin, il va également énoncer des besoins qui sont liés à la vie morale. Et elle précise qu'ils sont tout aussi importants que les besoins physiques, parce que si jamais, je cite, ils ne sont pas satisfaits, l'homme tombe dans un état plus ou moins analogue à la mort.
Donc voilà, il n'y a pas que des besoins physiques. Maintenir quelqu'un en vie, ça ne suffit pas. Bon, après, elle n'est pas dupe, elle fait quand même une distinction entre le besoin et le désir, puisqu'elle dit que le désir est un caprice du besoin. Par exemple, si je vous dis, là, mon besoin c'est de manger une tarte flambée, eh ben ce n'est pas réellement un besoin, c'est un caprice. Parce que je n'ai pas besoin de manger une tarte flambée, j'ai besoin de nourriture. Vous voyez la différence entre les deux? Et donc dans la liste des besoins d'ordre moraux qu'elle fait, il y a l'ordre, la liberté, l'obéissance, la responsabilité, l'égalité, la hiérarchie, l'honneur, le châtiment, la liberté d'opinion, la sécurité, le risque, la propriété privée, la propriété collective, la vérité, etc. Alors je vois déjà des gauchistes bondir en disant « Quoi, la propriété privée ?» Bon, lis le bouquin, calme-toi, lis le bouquin, regarde ce qu'elle dit sur la propriété privée. Hein, voilà. C'est comme les droits tardés qui critiquent l'évangile sans Saint-Luc sans l'avoir lu. Hein, voilà. Et pour elle, le besoin le plus important, c'est l'enracinement. D'où le titre du bouquin, on retombe encore une fois sur nos pattes. Et elle explique qu'en cas de colonisation, oh, mon Dieu, on retombe sur le conflit israélo-palestinien, il y a déracinement. Mais il y a aussi un déracinement, si jamais tu restes sur ta terre, tu es un paysan comme ça, hein, voilà, un sédentaire, tu restes sur la terre de tes ancêtres, et là, le capitalisme, par son mode de production, va te foutre le bordel et va te déraciner. Tu n'es plus enraciné, c'est-à-dire que ton besoin moral élémentaire, là, besoin vital, sinon il te plonge dans un état analogue à la mort, il n'est pas respecté à cause du capitalisme. Le capitalisme déracine les ouvriers. Donc en fait, voilà, difficile de faire coïncider, comme aimeraient certains droits tardés, le capitalisme et le fait d'appartenir à une terre. Hein, voilà. Parce que le capitalisme, c'est ce qui saccage la terre de tes ancêtres. C'est ce qui te déracine. C'est ce qui te plonge dans un état analogue à la mort. Et donc sur la question de la Palestine, vu qu'on a vu que les besoins physiques des Palestiniens ne sont pas respectés, vu qu'il y a des risques de famine, que l'OMS alerte dessus, on se doute bien que ce n'est pas la seule obligation qu'on a envers les Palestiniens qui n'est pas respectée. Est-ce qu'ils sont en sécurité? Non. Parce que moi, il y a un besoin dont j'ai envie de parler tout particulièrement, c'est le respect. Chaque être humain a l'obligation d'être respecté, que vous le vouliez ou non. Et elle dit qu'accorder un peu de respect à quelqu'un, ce n'est pas suffisant. Et Simone Veil dit qu'en fait, oui, respecter un peu quelqu'un comme ça, vite fait, bon, c'est pas suffisant. Pour que le besoin de respect soit pleinement rempli, il faut que toutes les collectivités humaines lui accordent une tradition de grandeur et qu'on reconnaisse sa grandeur. Et c'est bien ça le problème, parce que plus loin dans le bouquin, elle dit qu'en fait, les vaincus échappent à l'histoire, ils disparaissent. On ne leur accorde pas la tradition de grandeur dont ils ont pourtant besoin. Pour prendre un exemple qui plaira aux droits tardés, les Romains ont, dit-on, civilisé la Gaule. Elle n'avait pas d'art avant l'art gallo-romain, pas de pensée avant que les Gaulois n'eussent le privilège de lire les écrits philosophiques de Cicéron, et ainsi de suite. C'est ça qu'on fait en fait. Lorsqu'on colonise, on enlève une civilisation de l'histoire et on fait semblant que c'était un peu des moins que rien. C'est comme ça que les droits tardés arrivaient à se dire « Oui, mais regardez, les Africains, c'était n'importe quoi avant que nous, on vienne leur apporter tout ça. » On est exactement dans la logique que décrit Simone Veil. Les droits tardés sont dans la même logique que les Romains qui effacent toute la culture gauloise et qui nous ont privés, à nous, les Gaulois, de notre tradition de grandeur. D'ailleurs, vous croyez que c'est quoi le plus dur pour satisfaire son besoin de grandeur, être supporter de l'OM ou bien du PSG? Et chaque année se faire humilier. D'ailleurs, Simone Veil ajoute que toute oppression crée une famine du sentiment d'honneur. Parce qu'en fait, toutes les traditions que peut avoir un peuple ne sont pas reconnues. On ne leur reconnaît pas leur grandeur. Et on a vu qu'on était obligé de reconnaître la grandeur. Nous n'accomplissons pas nos obligations, nous irons en enfer. Et là, vous allez me dire, oui, ok, d'accord, les Palestiniens ont besoin de grandeur, ils ont besoin d'honneur, de manger, de sécurité, etc. Mais les Israéliens ont besoin de sécurité. Et ça tombe bien, Simone Veil a aussi parlé de ça. C'est incroyable. Bon, pas exactement du conflit, mais vous avez compris. Qu'est-ce qui se passe si jamais il y a deux besoins qui rentrent en contradiction? Mais celui pour qui les circonstances rendent en fait incompatibles les actes ordonnés par plusieurs obligations strictes, celui-là, sans qu'il puisse s'en défendre, est blessé dans son amour du bien. Aujourd'hui, il y a un degré très élevé de désordre et d'incompatibilité entre les obligations. Donc elle est bien consciente que ce n'est pas facile de faire coïncider toutes les obligations. Quiconque agit de manière à augmenter cette incompatibilité est un fauteur de désordre. Quiconque agit de manière à diminuer est un facteur d'ordre. Quiconque, pour simplifier les choses, nie certaines obligations, a conclu en son cœur une alliance avec le crime. C'est pas moi qui le dis, c'est Simone Veil. Je suis innocent. Parce que ce qu'elle dit, c'est que si jamais, au nom de la sécurité des Israéliens, tu te dis, il y a eu le 7 octobre, donc du coup, il faut qu'on se défende et qu'on rase tout ça et qu'on mette une belle petite plage avec des hôtels de luxe,
et que bon, les Palestiniens, bon, ils peuvent mourir un peu plus loin, c'est pas très grave. C'est-à-dire que tu nies les obligations des Palestiniens et que donc, je cite, tu as conclu dans ton cœur une alliance avec le crime. C'est pas moi qui le dis. Je suis innocent encore une fois. Mais ça tombe bien, les gens ont des solutions pour résoudre ce problème. Il suffit de sortir les Palestiniens de l'humanité. Bah oui, voilà, plutôt que de dire oui, bon, voilà, les Palestiniens, ils ont des droits, ils ont des devoirs et tout, etc., mais des obligations envers eux, et ben en fait, tu les déshumanises totalement. Voilà, ça c'est plus simple, c'est plus des êtres humains, t'as plus d'obligations envers eux, ce sont même plus des êtres humains. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans les processus de colonisation. En fait, pour ne pas te soucier de ce qui arrive aux gens, bah tu dis bon, de toute façon, c'est pas vraiment des gens en fait. C'est pas grave ce qui leur arrive. Et j'ai un film, parce que oui, on va quand même parler un poil de cinéma, qui est même pas de Jean-Luc Godard, un film chilien qui s'appelle Les Colons. C'est un film qui parle de la colonisation de la Terre de Feu, vous savez, au sud du Chili, au sud de l'Argentine. Un film par Felipe Galvez Philippe. Voilà, on va coloniser le prénom parce que je l'avoue, je vais pas m'en sortir. C'est sorti en VOD, donc faites-vous plaisir, vous pouvez le louer pour quelques euros. Et je vais vous montrer quelques images si YouTube veut bien. Mais en gros, l'histoire, c'est qu'en fait, on a un riche propriétaire terrien qui veut dégager la population autochtone, donc faire de la colonisation par des massacres, pour pouvoir y implémenter son bétail. Donc, il va charger 3 mecs de faire le sale boulot. Et voici ce qu'il dit pour leur confier le sale boulot. We lost another man today. Un hombre menos no es problema. El problema son los indios. En Porvenir abrieron los cercos y se comieron todos mis animales. Todas mis ovejas. Como unas bestias. Como las bestias que son. Vous voyez, là aussi on joue sur le côté sécurité. On joue aussi sur le côté déshumanisant. Les pauvres moutons, il faut qu'ils soient en sécurité, alors que les moutons n'ont pas d'obligation d'être en sécurité vu qu'ils ne sont pas humains. Voilà. Moi j'ai lu Simone Veil. Le monsieur là, il n'a pas lu Simone Veil dans le film. Et donc ce qu'il fait, c'est qu'il place la vie des moutons au-dessus de celle des Amérindiens. Le monsieur a noué dans son cœur une alliance avec le crime. Bon, et le film est absolument incroyable. On a donc un des 3 mecs qui est chargé de faire ça, qui est métis, donc métis amérindien européen. Ça a son importance pour plus tard. Et à 3, ils vont se promener comme ça dans la pampa. Ils vont rencontrer des gens qui sont complètement fous. Visuellement, le film est incroyable. Je vous mets quelques images. Mais regardez-moi la tête qu'a ce film il est sublime. Et puis tout à coup, voilà, le film s'arrête, boum, d'un coup, et on passe à autre chose. Voilà, on passe dans genre une deuxième partie où en fait, tout à coup on est là, oui, bon, on change limite de paradigme, on n'est plus là pour tuer les Amérindiens, mais non, on est là pour les intégrer dans une grande nation du Chili et tout. Et donc on comprend bien au fur et à mesure de la conversation qu'en fait, bon ok, ça se drape comme ça de noblesse, mais ça reste un projet colonial. Ça reste un projet colonial. Les intentions ne sont pas si nobles que ça. Et surtout, ça se conclut sur ce final, sur ce plan-là. Je vous le mets. Spoiler. Non, il n'y a rien à spoiler. Rosa, por favor, ¿puede revolver la taza? Rosa, ¿usted quiere o no quiere ser parte de esta nación? Tómete. Je trouve ça génial. Génial comment montrer comment est-ce que la République arrive à reproduire des schémas coloniaux en disant « Allez, vas-y, bois le thé, tu es comme nous ». On ne reconnaît pas la grandeur traditionnelle et tout de ce peuple. Non, 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 non. Alors que pourtant, nous y sommes obligés. Non, ce qu'on fait, c'est qu'on dit « Vas-y, t'es comme nous, bois le thé, bois le thé ». On déracine ces gens.
Et on se souvient, si jamais on est déraciné, on est dans un état qui est analogue à la mort. Donc on passe d'un projet d'extermination, voilà, pur et simple, à un projet de plonger les peuples colonisés dans un état analogue à la mort. Et dans le film, c'est hyper criant parce qu'en fait, tu vois comme ça les Chiliens, issus descendants d'Européens, qui viennent au fin fond du monde, sur une île hyper loin, pour aller emmerder un pauvre métis amérindien, pour lui dire, vas-y, mais t'es comme nous, tu nous pardonnes, vas-y, bois le thé. Et tant que je suis là à parler de colonisation, pourquoi ne pas parler d'un sujet qui me touche moi tout particulièrement? Vous savez de quoi je veux parler? De la colonisation allemande, du projet colonial allemand, et je ne parle pas là de l'Union européenne, qui est un autre projet colonial. Je parle d'un truc qui est très grave, je parle de la défaite de 1871, quand l'Alsace-Moselle est redevenue allemande. Il y a un livre génial, j'en parle pas assez, qui raconte ça, qui s'appelle Colette Baudoche, de Maurice Barrès. C'est très court, ça fait moins de 100 pages, vous pouvez le trouver à 2 €, vous pouvez le trouver gratuitement sur internet parce que c'est libre de droit. Je vous mets le lien en description. Disons que ça raconte comment est-ce que les Allemands ont défiguré Metz. Et je trouve ça extrêmement drôle parce que c'est plein de mauvaise foi. La gare neuve où l'on débarque affiche la ferme volonté de créer un style de l'Empire, le style colossal, comme ils disent en s'attardant sur la dernière syllabe. Elle nous étonne par son style roman, et par un clocher qu'a dessiné, dit-on, Guillaume II, mais rien ne s'élance, tout est retenu, accroupi, tassé sous un couvercle d'un prodigieux vert épinard. On y salue une ambition digne d'une cathédrale, et ce n'est qu'une tourte, un immense pâté de viande. Mais on voit pas que ça, on voit la résistance française, comment est-ce qu'elle s'organise, on voit comment est-ce que les Allemands essayent insidieusement de s'imposer. Et Maurice Barrès, lorsqu'il publie ça en 1909, il sait très bien ce qu'il fait. On est à la veille de la Première Guerre mondiale, le mec il veut élever un sentiment anti-Boche dans la France. Il veut montrer ce qu'on a perdu en perdant l'Alsace-Moselle, mais surtout comment est-ce que les Allemands nous ont fait souffrir, nous les Alsaciens, et à quel point nous voulons être français. Et en plus, l'allemand, c'est ça qui est génial avec l'art, c'est que l'allemand, tu vois, c'est pas le casque à pointe horrible ou je sais pas quoi, non, c'est un allemand qui est raffiné, qui est francophile, qui parle français, et en plus, par-dessus tout, il est gentil. Et donc, à un moment donné, il se pose la question, est-ce qu'elle va l'épouser? Et là, c'est du génie, parce qu'en fait, elle dit non. Et là, je vous mets un extrait du film, adapté du bouquin, le film Lothringen, réalisé par Straub et Houillet. Durant 1 mois, Colette s'est demandé, après 35 ans, est-il excusable d'épouser un Allemand? Mais aujourd'hui... Professeur Asmus, je ne peux pas vous épouser. Je vous estime, je vous garderai une grande amitié et je vous remercie pour le bien que vous pensez de nous. Ne m'en veuillez pas. Le film est sur YouTube, je vous mets le lien en description. Alors ouais, c'est Straub et Houillet, donc c'est un peu particulier. Mais c'est génial, il dit pardon, il dit on ne se marie pas avec l'Allemand, on ne couche pas avec l'ennemi, on ne baptise pas avec le colon. J'adore ce film, j'adore vraiment ce film, comment il montre en fait la Moselle actuelle avec le texte de Maurice Barrès derrière où on voit en fait cette Moselle défigurée, mais là plutôt défigurée par la modernité. Et un peu par l'Allemagne aussi, il faut le reconnaître. Et donc le film se finit là sur l'extrait que je viens de vous mettre comme ça de manière hyper abrupte. C'est, pour moi limite là, le film est mieux que le livre, parce qu'en fait c'est genre, oui, est-ce que tu vas t'épouser? Non, c'est bon, on couche pas avec les Boches, et puis c'est fini. Voilà, allez on remballe. C'est génial, mais quelle fin incroyable. Bref, voilà, toute cette litanie pour vous rappeler qu'en fait les êtres humains ont des besoins, qu'il faut les aider, et que si jamais vous les déshumanisez pour augmenter le désordre, vous nouez en votre cœur un lien étroit avec le crime, et vous ne voulez pas ça.